Au Bénin, les acteurs de la société civile, tout courant idéologique confondu, se sont penchés sur la crise préélectorale. Ils ont fait une série de propositions et de recommandations pour sortir des craintes. La présidence du Gabon a tenu à faire taire les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux sur un éventuel sosie du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'était lors d'une conférence de presse tenue en fin de semaine à Libreville. Au Cameroun, les femmes ont défilé pour la réussite de cette 42e fête des droits de la femme placée sous le thème « Croisade contre les inégalités des sexes », s'arriver à la nouvelle impulsion. Le Bénin traverse aujourd'hui une crise politique sans précédent depuis l'ère du renouveau démocratique. Cette situation est due au dysfonctionnement du dispositif électoral auquel s'ajoute la décision de la Cour constitutionnelle invitant les partis politiques à obtenir le certificat de conformité. Soucieux de la préservation des acquis de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, la société civile béninoise recommande que tous les acteurs s'acceptent et parviennent à un consensus, que les organes en charge des élections de notre pays trouvent les voies et moyens pour permettre la participation des 10 partis qui ont déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. En tout état de cause, le président de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le gouvernement, la Sénat et toutes les autres institutions sont instamment et expressément invités à trouver des mesures dérogatoires et transitoires nécessaires pour permettre la participation effective des 10 partis politiques ayant manifesté leur volonté de prendre part aux élections législatives. Dans tous les cas, les organisations de la société civile béninoise suivent avec beaucoup d'attention et intérêt l'évolution de la situation et insistent sur l'impérieuse nécessité d'installer la 8e législature au plus tard le 15 mai 2019. Elle remercie aussi d'avance les partis politiques impliqués pour leur bonne foi et leur volonté sincère de participer aux assises en vue de dégager un consensus à valeur constitutionnelle pouvant permettre à tous de participer effectivement aux prochaines élections législatives. Il n'y a pas de sosie, le président de la République lui-même est bien là. C'est lui qui est aujourd'hui à la tâche, qui suit l'actualité du Gabon. C'est lui qui est venu, qui a présidé le Conseil des ministres, qui a rencontré longuement, pendant plus d'1 heure, je pense, les chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité, qui a rencontré les présidents d'institutions, qui a présidé un Conseil des ministres où il y avait quand même plus d'une trentaine de ministres, la totalité du gouvernement qui était présent. Je pense que vous avez pu voir. Le porte-parole de la présidence s'est voulu rassurant lors de cette conférence de presse, la 2e organisée depuis l'accident vasculaire cérébral du chef de l'État survenu fin octobre. Très peu d'informations ont filtré ces 4 derniers mois sur le président gabonais et son état de santé. Depuis octobre, les rumeurs les plus folles, notamment sur l'existence d'un sosie, ont circulé sur les réseaux sociaux dans ce pays habitué à la rumeur. Très tranquillement, le président de la République était là, en chair et en os. Un certain nombre de personnes l'ont vu. Il a fait le tour de la ville. Certains ont pu s'approcher, l'observer, le voir. Donc c'est totalement une construction. J'admire la créativité que certains peuvent avoir sur Internet notamment et leur persistance dans ces affabulations. Depuis son accident vasculaire cérébral, le chef de l'État gabonais, en convalescence au Maroc, n'est revenu que 2 fois à Libreville, chaque fois moins de 48 heures. Fin février, il avait présidé un conseil des ministres où une avalanche de nominations avait été annoncée. Le chef de l'État avait également circulé dans certains quartiers de la capitale où il avait salué les badauds depuis la voiture. Interrogé sur la gestion des affaires publiques, le porte-parole a déclaré qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir. Aucune date de retour définitif au Gabon du président Ali Bongo Ondimba n'a cependant été annoncée ce jeudi.
À la veille de nouvelles manifestations qui s'annoncent importantes contre sa candidature à un 5e mandat, le chef de l'État algérien a mis en garde ce jeudi contre une possible infiltration de la contestation susceptible de provoquer le chaos. Dans un message publié par l'agence de presse officielle APS, Abdelaziz Bouteflika a d'abord salué la maturité de ceux qui manifestent depuis le 22 février dernier pour exprimer pacifiquement leur opinion sans jamais évoquer le mot d'ordre principal, le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle. Il appelle ensuite à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration de cette expression pacifique par une quelconque partie insidieuse de l'intérieur ou de l'extérieur qui pourrait susciter la discorde et provoquer le chaos. Toutefois, le président algérien n'a pas expliqué qui était susceptible d'être cette partie insidieuse. Refutant toute logique d'intimidation dans ses propos, Abdelaziz Bouteflika a exhorté ses concitoyens et en premier lieu les maires à veiller à la préservation de l'Algérie en général et de ses enfants en particulier, en rappelant la tragédie nationale de la décennie de guerre civile 1992-2002. Le Conseil constitutionnel algérien doit statuer sur les candidatures avant le 14 mars prochain. Le président algérien est affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'ont empêché depuis 2013 de s'adresser de vive voix à ses concitoyens et ont rendu rares ses apparitions en public. Il est officiellement hospitalisé à Genève en Suisse pour des examens médicaux et son retour n'était toujours pas annoncé, mais son directeur de campagne s'est voulu rassurant. L'opposition crie à un montage, mais l'entourage du président comorien affirme. Azali Assoumani, candidat à sa propre réélection à la présidentielle du 24 mars, a échappé à une tentative d'assassinat jeudi. L'homme visé est sorti indemne de cet attentat. Des fils reliés à la dynamite ont été trouvés sur place, a affirmé un proche au président. Des photos transmises par un gendarme montrent des branchages et des rochers bloquant partiellement une route. D'après le directeur de campagne du président, des gens au sommet d'une montagne ont placé de la dynamite qu'ils ont fait exploser, ce qui a provoqué des éboulements au moment où passait le convoi du chef de l'État sortant. Mais le camp opposé n'y voit que du vent. L'opposition a jugé pas du tout crédible cette tentative d'assassinat. Elle soutient que le pouvoir crée de faux attentats et de faux incidents pour coffrer des gens, pour les empêcher de participer librement aux élections. Les Comoriens sont appelés aux urnes le 24 mars pour le premier tour d'une élection présidentielle anticipée convoquée par Azali Assoumani. Comme chaque année, le Cameroun célèbre la Journée internationale de la femme. Plusieurs cérémonies sont organisées à travers le pays. À la place des fêtes de Besseke à Douala, loin des sentiers battus faisant du 8 mars, une occasion de toutes sortes de dérives, les valeureuses femmes, filles, mères et épouses de la ville ont défilé pour la réussite de cette 34e fête des droits de la femme, placée sous le thème « Croisade contre les inégalités des sexes », s'arrêter à la nouvelle impulsion. Pour cette journée, plusieurs événements ont été prévus, notamment la grande parade civile des femmes de différentes nationalités qui ont émerveillé le public par leur pack à danser. Je suis très satisfaite par ce défilé que j'ai trouvé pas très long et les carrés étaient courts. Donc ça a permis qu'on défile un peu plus vite et que les femmes ne se fatiguent pas. Les femmes étaient bien habillées, elles n'avaient pas les talons. Le défilé de la capitale économique du Cameroun a été présidé par le gouverneur du littoral, qu'assistait Isabelle Elong, déléguée régionale de la promotion de la femme et la famille. La femme du littoral doit d'abord éduquer, elle doit sensibiliser, parce que nous sommes en période, dans une année de sensibilisation où la femme doit lutter pour défendre ses droits, où la femme doit célébrer la femme. Et je pense que les femmes feront un bloc cette fois-ci pour éduquer les autres qui n'ont pas encore compris qu'il faut oser. Dans la région du sud-ouest et nord-ouest, les femmes ont bravé la situation sécuritaire délétère pour défiler. On a cependant noté une forte mobilisation des éléments de force de l'ordre.
La capitale de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a une fois encore été le théâtre d'explosions perpétrées par Boko Haram. 20 personnes y ont été blessées et 5 agriculteurs y ont perdu la vie, d'après un responsable d'une milice pro-gouvernementale et d'habitants de la région. Quand la bombe a explosé, je suis resté inconscient jusqu'à ce que l'on m'amène à Adamari et que l'on me mette de l'eau pour reprendre conscience. Je ne pensais pas survivre. Nous allions à la ferme et 3 camions sont passés sans problème. Nous étions dans le 4e camion et la mine a explosé sur nous. Boko Haram a mis des mines partout dans la région. Là, un camion a explosé et a tué 5 personnes et fait de nombreux blessés. Boko Haram vise régulièrement les agriculteurs, bûcherons et éleveurs qui travaillent en brousse. Ils sont accusés de fournir des renseignements sur les insurgés aux autorités nigérianes. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria en 2009, alors que 1 800 000 d'autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Les centaines de manifestants rejoints par environ 500 sympathisants ont été bloqués par la police devant le Parlement à 1 kilomètre du palais de Kamuzu où un barrage avec de nombreux policiers avait été érigé. L'association des albinos au Malawi se dit frustrée par l'inertie du gouvernement face à une hausse des attaques ces 4 dernières années. Elle entend forcer le président Peter Mutharika à agir en campant devant le palais. C'est une veillée qui a lieu à cause de l'échec de notre gouvernement ou de l'échec de son leadership à régler nos problèmes. Nous avons été patients pendant plus de 4 ans maintenant. C'est la 5e année que nous attendons avec impatience de voir notre gouvernement agir et mettre en pratique ses promesses. Maintenant, après avoir vu tous ces problèmes se produire, nous avons décidé d'organiser une vigile à la maison d'État. Le président Mutharika n'était pas présent, étant parti pour le nord du pays. Mais les manifestants se sont engagés à rester sur place jusqu'à son retour. Les albinos sont fréquemment agressés et certains de leurs organes sont prélevés pour une utilisation en sorcellerie. En juin 2018, Amnesty International avait indiqué que 148 crimes contre les albinos avaient été enregistrés depuis novembre 2014 et 21 d'entre eux avaient été tués. Seuls 30% des agressions ont fait l'objet d'enquêtes sérieuses selon les statistiques officielles. Depuis le début de l'année, plus de 40% des nouveaux cas sont des personnes décédées d'Ebola chez elles dans les communautés. La riposte à Ebola en RDC ne parvient pas à maîtriser l'épidémie, selon la présidente de Médecins sans frontières. Joanne Liu impute cet échec à la militarisation de la réponse et au manque de confiance des communautés affectées. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une grande hostilité contre l'ensemble de la réponse face à Ebola. Rien qu'au cours du dernier mois, il y a eu plus de 30 accidents et attaques contre les éléments de l'intervention. Jusqu'à présent, la réponse à Ebola n'a pas été une réponse humaine et nous en partageons tous la responsabilité. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il y a l'épicentre qui est à Butembo, Goma n'est pas très loin et on sait que c'est une population de millions de personnes. Sur environ 900 cas enregistrés, 563 décès ont été constatés. La semaine dernière, Médecins sans frontières a suspendu ses activités de lutte contre Ebola à Katwa et Butembo, dans la province du Nord Kivu, à la suite d'attaques successives sur 2 centres de traitement. L'ONG déplore aussi l'utilisation de la police et des forces armées pour imposer aux gens des mesures sanitaires, car cela conduit les communautés locales à se mettre davantage à l'écart, ce qui est contre-productif.